Imaginez que vous habitez face à un miroir depuis toute votre vie. Chaque matin, vous reconnaissez le même reflet, les mêmes contours, les mêmes taches sombres, la même lumière familière. Et puis, un jour, quelqu'un vous montre ce qu'il y a derrière ce miroir. Et ce que vous y trouvez est si différent, si étranger, que vous avez du mal à croire que cela fait partie du même objet. C'est exactement ce que l'humanité a ressenti à l'automne 1959. Pendant des centaines de milliers d'années, les êtres humains ont levé les yeux vers la Lune. Ils ont contemplé sa surface depuis les savanes africaines, depuis les déserts d'Asie, depuis les côtes du Pacifique. Ils lui ont donné des noms, lui ont attribué des pouvoirs, ont construit des calendriers autour d'elle. Et pourtant, dans tout ce temps, toute l'histoire de l'espèce humaine, il y avait une moitié entière de ce monde que personne, absolument personne, n'avait jamais vu. La face cachée de la Lune est l'hémisphère qui se situe en permanence du côté opposé à la Terre. Pas quelques semaines par an, pas en fonction des saisons, toujours, en permanence. Depuis la formation de la Lune, il y a 4 milliards et demi d'années, cet hémisphère entier s'est soustrait au regard de tout être vivant ayant jamais existé sur notre planète. Ce n'est pas une coïncidence cosmique, c'est de la physique. Les forces de marée exercées par la Terre ont progressivement ralenti la rotation de la Lune au point où la même face est toujours tournée vers nous, un phénomène que les scientifiques appellent la rotation synchrone. La Lune prend le même temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire un tour autour de la Terre, soit 27,3 jours. Ces deux mouvements se sont verrouillés l'un sur l'autre au fil des millions d'années, comme un mécanisme d'horlogerie cosmique qui s'est finalement stabilisé. Le résultat est d'une précision presque dérangeante. Au total, 59% de la surface lunaire est visible depuis la Terre à un moment ou un autre, car il existe un phénomène mineur appelé libration, une légère oscillation de la Lune sur son orbite qui permet d'apercevoir des tranches supplémentaires au bord. Mais quelques 82% de la face cachée restait totalement invisible. Cette portion du ciel nocturne la plus proche de nous, notre voisine la plus immédiate dans l'espace, nous cachait la moitié de son visage depuis l'éternité. Et cela avait alimenté des spéculations sans fin. Avant l'ère spatiale, certains astronomes imaginaient des océans là où les télescopes ne pouvaient rien voir. D'autres supposaient des montagnes immenses ou une surface radicalement différente. Personne ne savait. Avant les années 1950, on savait peu de choses de la face cachée. Les librations périodiques de la Lune avaient permis d'en apercevoir brièvement des zones situées près du bord de la face visible, mais on les voyait sous un angle si faible que toute observation à but scientifique était impossible. La réponse allait venir non pas d'un télescope terrestre, mais d'une machine lancée dans l'espace à une époque où l'humanité avait tout juste appris à mettre des satellites en orbite. Nous sommes au début d'octobre 1959. La guerre froide est à son apogée. 2 ans plus tôt, l'Union soviétique avait stupéfié le monde avec Spoutnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. Depuis, la course à l'espace ne connaît aucun répit. Dès la fin des années 1950, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se livrent une intense course à l'espace. Cette bataille, visant pour chacun à prouver sa domination technologique, a d'abord été marquée par l'avance prise par l'Union soviétique. La mission consistant à photographier la face cachée de la Lune est dirigée par Sergueï Korolev, père de la conquête spatiale soviétique et cerveau de la plupart des réalisations soviétiques révolutionnaires en matière d'exploration spatiale. Korolev est un homme qui ne publie jamais son nom. Il est connu seulement comme le concepteur en chef, son identité tenue secrète par les autorités soviétiques pour des raisons de sécurité. C'est dans l'ombre qu'il orchestre l'une des premières grandes découvertes de l'ère spatiale. Le 4 octobre 1959, la sonde Luna 3 est envoyée depuis la base de Baïkonour. La sonde spatiale est équipée d'appareils photo, d'un système de traitement de films photographiques, de batteries, d'un émetteur radio, d'un gyroscope pour maintenir l'orientation et la vitesse angulaire, et de plusieurs ventilateurs pour le contrôle de la température. Une machine d'une sophistication remarquable pour l'époque et une machine qui va changer notre compréhension de la Lune pour toujours. Tôt le matin du 7 octobre 1959, l'équipe de scientifiques soviétiques attend avec impatience que Luna 3 s'approche de la Lune. Les ingénieurs sont rassemblés autour des récepteurs. Les tensions sont palpables. L'Union soviétique a déjà réussi à impacter la surface lunaire avec Luna 2, la première fois qu'un objet artificiel atteignait un autre corps céleste. Mais photographier la face cachée est une autre affaire entièrement. Cela exige de contourner la Lune, de se placer en position adéquate, de prendre des photos avec suffisamment de lumière solaire, de développer ces photos à bord de la sonde elle-même, de les numériser et de les transmettre par radio à travers quelques 80 000 km d'espace vide. Au total, 29 photos sont prises entre 3h30 et 4h10 UTC, couvrant 70% de la face cachée depuis des distances comprises entre 63 500 et 66 700 km au-dessus de la surface. Soudain, la première image commence à apparaître sur le papier. Le concepteur responsable de la réception des données regarde le papier et,
à la grande surprise de l'assistance, déchire la toute première photo jamais réalisée de la face cachée de la Lune. La qualité n'est pas bonne et Korolev est prêt à parier que les prochaines photos seront meilleures. Au grand soulagement de tous, les photos suivantes sont en effet de bien meilleure qualité. Korolev prend la première photo de qualité décente et y écrit « La première photo de l'envers de la Lune qui n'aurait pas dû être révélée ». Au total, la sonde a pris 29 photos, couvrant environ 70% de la face cachée de l'astre. Seules 17 sont véritablement exploitables et leur qualité n'est pas impeccable. Mais les images sont suffisantes et ce qu'elles montrent va sidérer la communauté scientifique mondiale. La face cachée n'est pas ce que quiconque avait imaginé. Sur les images de Luna 3, la réalité est immédiatement frappante. Le monde découvre un relief bien plus accidenté que le visage que la Lune offre à l'humanité depuis toujours. Sur les images de Luna 3, une partie importante de la face cachée ne présente pas les grandes mers sombres de lave fraîche appelées Maria. Il y a des cratères d'impact de toute taille et de tous âges. Les scientifiques qui étudient ces premières images floues, ces taches de gris sur fond de blanc, voit-on quelque chose de déconcertant. La face cachée est radicalement, profondément différente de la face visible. Non pas légèrement différente, pas comme deux quartiers d'une même ville, différentes comme deux planètes distinctes. Quand on compare les deux hémisphères de la Lune, on se demande s'ils appartiennent au même monde. Ces vastes étendues de basalte sombre, la roche volcanique qui crée la silhouette familière de l'homme dans la Lune, ne couvre que 18% de la surface totale, et la face visible accueille 93% de ces champs de basalte, tandis que seulement 7% se trouvent sur la face cachée. 7% contre 93%. La symétrie est colossale, et elle n'a toujours pas d'explication définitive. Les soviétiques n'hésitent pas à nommer les premières structures visibles selon une démarche quelque peu orientée. La mer de Moscou, les monts soviétiques, les cratères Lomonosov et Tsiolkovsky. Cela suscite naturellement quelques controverses avec l'Union astronomique internationale qui rebaptise par la suite certaines formations. La science et la politique se mêlent, comme toujours durant cette époque tendue. À l'autre bout de l'Europe, le vigneron français Henri Maire lit un article sur l'exploit soviétique et admet qu'il avait perdu son propre pari. Il envoie par la poste 1000 bouteilles de vin à l'Académie des sciences de l'URSS. Le président de l'Académie ordonne que les bouteilles soient livrées à l'équipe qui avait travaillé sur le projet Luna 3. C'est une anecdote qui dit quelque chose sur l'époque. La découverte est assez stupéfiante pour que des parieurs du monde entier reconnaissent avoir eu tort. 6 ans plus tard, la résolution s'améliore considérablement. Le 20 juillet 1965, une autre sonde soviétique, Zond 3, transmet 25 images de très bonne qualité de la face cachée, avec une résolution bien meilleure que celle de Luna 3. Ces images permettent notamment de révéler des chaînes de cratères longues de centaines de kilomètres. En 1967, la seconde partie de l'atlas de la face cachée de la Lune est éditée à Moscou, fondée sur les données de Zond 3, avec un catalogue incluant désormais 4000 nouvelles formations. Puis vient un moment qui appartient à une autre catégorie entièrement. La face cachée est vue directement par des yeux humains pour la première fois lors de la mission Apollo 8 en décembre 1968. 3 astronautes américains, Frank Borman, James Lovell et William Anders, entrent en orbite autour de la Lune, devenant les premiers êtres humains à contempler de leurs propres yeux ce que Luna 3 avait photographié 9 ans plus tôt. La réaction est immédiate et sincère. William Anders décrit la vue ainsi. L'autre face ressemble à un tas de sable avec lequel mes enfants ont joué autrefois. Tout est comme détruit, il n'y a pas de mots pour la décrire, juste beaucoup de bosses et de trous. Ce n'est pas de la poésie, c'est une observation précise et honnête. La face cachée est un monde dominé par les impacts, creusé de cratères superposés sur d'autres cratères, dépourvus des grandes plaines volcaniques sombres qui donnent à la face visible son caractère si reconnaissable. Durant les missions Apollo, les capsules spatiales passant derrière la Lune sont en silence radio avec la Terre et doivent attendre que l'orbite permette à nouveau les communications. Le moteur principal du vaisseau se met en route lors du passage derrière la Lune, ce qui crée des moments de tension au centre de contrôle de Houston, avant que le vaisseau ne réapparaisse. 40 minutes de silence total, pendant lesquelles personne sur Terre ne sait ce qui se passe. Pour la première fois depuis l'invention de la radio, les astronautes sont seuls, non pas loin, mais séparés par un monde de roches silencieuses interposées entre eux et leur planète d'origine. Mais l'histoire de la face cachée ne se résume pas à la découverte de 1959 ni au survol de 1968. Ces premières images avaient été posées une question. Pourquoi les deux faces de la Lune sont-elles si différentes? Et cette question allait prendre un demi-siècle supplémentaire à commencer à recevoir des réponses partielles. Revenons un instant sur les faits établis, ce que nous savons avec certitude grâce à des décennies d'observations depuis l'orbite lunaire.
Depuis les missions du Lunar Orbiter américain dans les années 1960, les scientifiques comprennent que la face cachée de la Lune diffère grandement de la face visible. La face cachée manque des grandes mers que l'on trouve du côté visible, contient davantage de grands bassins et sa croûte est plus épaisse. Les cartes gravitationnelles montrent que la Lune présente une dichotomie crustale avec une croûte qui est environ 2 fois plus épaisse, entre 50 et 60 km, du côté tourné vers l'espace, par rapport à la face visible où elle ne mesure que 20 à 30 km, 2 fois plus épaisse, sur la moitié entière d'un monde. Ce n'est pas une variation locale, un accident géologique isolé. C'est une asymétrie globale et systématique qui concerne l'ensemble de la structure interne de la Lune. Et puis il y a la question de la composition chimique. Des observations par télédétection ont montré que la face cachée de la Lune présente une géologie et une composition rocheuse différentes de celles de la face visible, notamment en ce qui concerne les abondances de potassium, d'éléments de terre rares et de phosphore, collectivement désignés par l'acronyme CRIP. Au cœur de ce système asymétrique se trouve une région unique et anomale sur la face visible connue comme le terrain CRIP de Procellarum, ou PKT. Cette vaste province géologique, qui englobe l'immense océan des tempêtes et la mer des pluies, se définit par une signature géochimique distinctive. Ces roches sont enrichies en un ensemble d'éléments que les géologues qualifient d'incompatibles, car ils ne s'intègrent pas facilement dans les structures cristallines des minéraux courants du manteau et tendent à se concentrer dans les dernières phases de solidification d'un magma. Cet ensemble est connu sous l'acronyme CRIP pour ses hautes concentrations en potassium, en éléments de terre rares et en phosphore. La région PKT est également riche en éléments radioactifs producteurs de chaleur, notamment le thorium. La concentration de ces éléments dans la croûte et le manteau supérieur du PKT a fourni une source de chaleur durable qui a maintenu l'intérieur du côté visible plus chaud et plus actif magmatiquement pendant des milliards d'années. La présence d'éléments K, R, EEP abaisse également le point de fusion des roches, facilitant la formation de magma. Ce n'est pas une coïncidence si le PKT contient environ 60% de toutes les coulées de basalte de la Lune entière. Cette région, ce trésor géochimique concentré sur la face visible, n'a pratiquement pas d'équivalent sur la face cachée. La face cachée, là où la mission Chang'e 6 a atterri, est une province géochimique entièrement différente, presque totalement dépourvue de cette signature K, R, EEP. Pourquoi? Comment une moitié d'un corps céleste peut-elle avoir accumulé autant d'éléments radioactifs producteurs de chaleur alors que l'autre moitié en est quasiment dépourvue? Et pourquoi la croûte est-elle si radicalement plus épaisse d'un côté que de l'autre? Ce sont des questions qui hantent les planétologues depuis plus de 60 ans. Et comme nous allons le voir, ce n'est que très récemment que l'humanité a pu commencer à y répondre. Non plus depuis l'orbite, mais en tenant dans ses mains des roches directement prélevées sur cette face mystérieuse. Avant de poursuivre, il convient de souligner quelque chose d'essentiel sur la géographie de ce monde invisible. La face cachée possède également le plus vaste cratère d'impact connu du système solaire, le bassin pôle sud Aitken. Ce bassin est l'une des 3 grandes unités tectoniques de la Lune, mesurant approximativement 2500 km de diamètre. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est à peu près la distance entre Paris et Moscou. Un seul cratère d'impact, une seule cicatrice laissée par une collision cataclysmique qui s'étend sur une distance équivalente à traverser toute l'Europe d'ouest en est. Les scientifiques estiment que ce bassin, pôle sud Aitken, s'est formé il y a entre 4,2 et 4,3 milliards d'années, durant la période dite prénectarienne. C'est le plus grand bassin d'impact confirmé du système solaire, et il se trouve précisément sur la face cachée de la Lune. La face cachée héberge peu de plaines volcaniques, et celle-ci se situe principalement dans ce gigantesque bassin d'impact. La Lune est un peu la pierre de Rosette des géologues, permettant de comprendre comment se forment et évoluent les planètes. Ce bassin est une aubaine pour les scientifiques parce qu'il a probablement excavé des couches provenant de plusieurs centaines de kilomètres sous la surface lunaire au moment de l'impact. Imaginez la violence de cet impact. Un corps céleste, sans doute un astéroïde ou une protoplanète, s'est écrasé sur la face cachée de la Lune avec une énergie si colossale qu'il a creusé un cratère d'environ 2500 km de large, d'une profondeur de près de 8 km sous la surface moyenne. L'impact a été si puissant qu'il a potentiellement excavé des matériaux du manteau lunaire lui-même, ces couches profondes qui racontent l'histoire primitive de la formation de notre satellite. Les scientifiques chinois ont déterminé pour la première fois avec précision que ce bassin pôle sud Aitken s'est formé il y a 4,25 milliards d'années, fournissant à l'humanité un point d'ancrage plus précis pour étudier l'histoire des impacts à grande échelle dans le système solaire primitif. 4,25 milliards d'années. La Terre n'est âgée que de 4,5 milliards d'années. Cet impact s'est produit quand la Lune avait à peine quelques centaines de millions d'années d'existence, une quasi-enfance cosmique. Et ses conséquences ont peut-être façonné l'intégralité de la géologie lunaire telle que nous la connaissons.
Le gentilhomme, mais la véritable révolution dans notre compréhension de la face cachée ne vient pas des années 1960, ni même des années 1990. Elle vient du 21e siècle et elle porte le nom d'une déesse lunaire de la mythologie chinoise, Chang'e. La succession des sondes Chang'e, nommée d'après la déesse lunaire mythologique chinoise, a connu des succès spectaculaires et fournit des informations précieuses sur le passé géologique de la Lune. Tous les alunissages habités et non habités avaient eu lieu sur la face visible de la Lune jusqu'au 3 janvier 2019, date à laquelle la sonde Chang'e 4 a effectué le premier atterrissage sur la face cachée. Ce n'est pas un exploit anodin. Atterrir sur la face cachée de la Lune n'est pas la même chose qu'atterrir sur la face visible. Sur la face visible, les communications avec la Terre sont directes. La sonde et les contrôleurs de mission peuvent ne se parler en quasi-temps réel, séparés seulement par le délai de propagation des ondes radio. Environ 1 seconde écart dans chaque sens à cette distance. Sur la face cachée, c'est impossible. La Lune elle-même est interposée entre la sonde et la Terre. Il n'existe aucune ligne de vue directe. Se poser sur la face cachée avec Luna ou Apollo était trop dangereux à l'époque, à cause de l'absence de lien de communication directe entre la Terre et le dos de la Lune. En cas d'incident, il n'est pas possible de réagir en temps réel. Les Chinois ont dû au préalable envoyer en 2018 un satellite relais pour les communications, Keqiao, placé sur une orbite adéquate permettant des échanges entre le robot sur la face cachée et les opérateurs sur Terre. Keqiao, le nom signifie « pont de Pi » en référence à une légende chinoise, a été placé sur un point précis dans l'espace, le point de Lagrange L2 du système Terre-Lune à environ 65 000 km au-delà de la Lune. De là, il peut voir simultanément la face cachée de la Lune et la Terre, servant de relais de communication permanent. Une prouesse de génie technique au service de la curiosité scientifique. Chang'e 4 s'est posé le 3 janvier 2019 à 2h20 aussi UTC dans le cratère von Karman, situé sur la face cachée. Ce cratère, lui-même niché à l'intérieur du bassin pôle sud-Aitken, porte le nom du mathématicien et ingénieur américano-hongrois Theodor von Karman, pionnier de l'aéronautique. Il mesure environ 186 km de diamètre. Pour la première fois dans l'histoire, un engin fabriqué par des mains humaines s'était posé en douceur sur ce côté du monde qui n'avait jamais reçu de visiteurs. Une mission japonaise, Selene, lancée en 2008, avait déjà montré que depuis son origine, la croûte de la face cachée est plus rigide, plus froide et plus résistante que celle de la face visible. Si on ne comprend toujours pas l'origine de ces dichotomies, Selene a précisé les différences topographiques, mais aussi de champs de gravité entre les deux faces lunaires. Chang'e 4, en se posant, n'apportait donc pas seulement une démonstration technique. Elle déposait pour la première fois des instruments scientifiques directement sur ce sol qui défie encore toute explication complète. Le rover Yutu-2, déployé depuis l'atterrisseur, a commencé à explorer les environs immédiats, analysant la composition du sol avec ses instruments. Mais Chang'e 4 ne prélevait pas d'échantillons. Elle observait, mesurait, photographiait. Pour ramener des roches de la face cachée, il faudrait attendre encore 5 ans. Et quand cela arriverait enfin, les résultats seraient au-delà de toutes les espérances. Ce que vous venez d'entendre est l'histoire de la découverte, le moment où l'humanité a posé les yeux sur un monde qu'elle côtoyait depuis toujours sans jamais l'avoir vu. Depuis les premiers clichés de Luna 3 jusqu'à la mission Artemis, cette face cachée n'a cessé d'intriguer astrophysiciens et passionnés de l'espace en raison d'une apparence bien différente de sa moitié visible. La question qui se posait en 1959 devant des images floues transmises depuis 80 000 km est la même qui mobilise encore aujourd'hui les plus grands laboratoires de planétologie du monde. Pourquoi les deux faces de ce monde sont-elles si radicalement différentes ? Qu'est-il arrivé à la Lune dans ses premières heures d'existence pour imprimer à jamais cette asymétrie dans sa structure la plus intime? La Lune présente des différences bien connues entre sa face visible et sa face cachée, reflétées dans l'écart entre son centre de masse et son centre géométrique, ainsi que dans les asymétries de topographie, d'épaisseur crustale, de concentration d'éléments radioactifs en surface et de géologie. Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer cette asymétrie, bien que son origine reste encore largement débattue. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous allons descendre plus profondément dans cette énigme. Nous allons explorer ce que les scientifiques ont compris du passé violent de la Lune et pourquoi un bassin d'impact de 2500 km pourrait bien être la clé de tout le mystère, mais aussi ce qu'il a fallu faire pour, enfin, tenir dans nos mains une poignée de cette mystérieuse roche venue du côté que personne n'avait jamais touché. J'ai maintenant toutes les données vérifiables nécessaires pour rédiger les 4 parties restantes. Je commence. Penchez-vous un instant sur ce chiffre. 4,25 milliards d'années. C'est l'âge du bassin pôle sud-Aitken, que des scientifiques chinois ont déterminé avec précision pour la première fois grâce aux échantillons de Chang'e 6.
Ces chercheurs ont précisément déterminé que le bassin pôle sud-Aitken s'est formé il y a 4,25 milliards d'années, offrant à l'humanité un point d'ancrage plus précis pour étudier l'histoire des impacts à grande échelle dans le système solaire primitif. 4,25 milliards d'années. Mettons ce chiffre en perspective. La Terre elle-même s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. La Lune, née de la catastrophe cosmique que fut l'impact de Theia avec la prototerre, n'avait qu'à peine quelques centaines de millions d'années d'existence quand un autre corps céleste, lui aussi d'une taille colossale, s'est écrasé sur sa face qui deviendrait un jour la face cachée. Le système solaire de cette époque est à peine reconnaissable. Il n'existe pas encore de planètes stables dans leurs orbites définitives. La zone intérieure est le théâtre d'un bombardement quasi continu. Des objets de toute taille, depuis des rochers de quelques mètres jusqu'à des corps de la taille de petites planètes, orbitent dans des trajectoires instables, se croisent, se heurtent, se fondent ou se fragmentent. C'est un monde de violence permanente, d'énergie libérée à des échelles que nos esprits contemporains ont du mal à concevoir vraiment. Et dans cet environnement, quelque chose d'absolument gigantesque a percuté la Lune. Pour comprendre ce que cet impact représente, commençons par les dimensions. La face cachée possède le plus vaste cratère d'impact connu du système solaire, le bassin pôle sud-Aitken. Ce cratère datant de 4 milliards d'années, l'un des plus imposants de la Lune, présente un diamètre d'environ 2500 km. 2500 km. Posons cela sur une carte mentale. C'est la distance de Paris à Moscou. C'est la largeur approximative de l'Inde du Nord au sud. C'est presque un quart de la circonférence totale de la Lune elle-même. En un seul impact, un objet a creusé une cicatrice équivalent à un quart du périmètre de notre satellite. Et la profondeur. Le fond de ce bassin se situe à environ 8 km sous la surface moyenne de la Lune, soit une profondeur comparable à la hauteur de l'Everest au-dessus de la mer. Imaginez cela, un cratère aussi large que l'Inde, aussi profond que l'Everest est haut, creusé en quelques secondes ou quelques minutes par un impact d'une violence inouïe. Ce bassin est une aubaine pour les scientifiques parce qu'il a probablement excavé des couches provenant de plusieurs centaines de kilomètres sous la surface lunaire au moment de l'impact. Un forage d'une telle profondeur est impossible sur la Lune comme sur Terre. L'analyse de ce cratère permettra de mieux comprendre la composition de l'intérieur de la Lune et les bombardements dans le système solaire. C'est là quelque chose de fondamental pour saisir pourquoi les scientifiques sont si enthousiastes à l'idée d'étudier ce bassin. Sur Terre, si nous voulions analyser des roches provenant de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, nous nous heurterions à une impossibilité technique absolue. Les forages les plus profonds jamais réalisés par l'humanité, comme le puits super profond de Kola en Russie, creusé pendant des décennies avec les meilleurs équipements soviétiques, n'ont atteint que 12 km de profondeur. 12 km sur une croûte terrestre qui fait en moyenne 30 à 50 km d'épaisseur. Le bassin pôle sud-Aitken, lui, a fait ce travail à la place de la nature. L'impact a excavé des matériaux qui se trouvaient à des profondeurs autrement inaccessibles, les projetant à la surface. Ce que la Lune a subi comme catastrophe, la science le récupère comme opportunité. Mais revenons à l'impact lui-même, parce qu'il y a dans cet événement quelque chose qui va bien au-delà de la simple formation d'un cratère. Quand un objet d'une taille suffisante percute une surface planétaire, les effets ne sont pas seulement locaux. Les ondes de choc se propagent à travers l'intérieur du corps percuté. La chaleur dégagée est immense. Dans le cas d'un objet percutant la Lune, alors qu'elle était encore partiellement fondue, ou au moins thermiquement actif, les conséquences pourraient avoir été radicales et globales. Selon des scientifiques chinois qui ont analysé les échantillons de Chang'e 6, on y trouve des isotopes de potassium nettement plus lourds que ceux présents sur la face visible de l'astre. Or, dans la mesure où les isotopes légers de potassium s'évaporent plus facilement sous l'effet de la chaleur, il devient question d'une signature chimique très particulière, des isotopes plus lourds. Voilà un indice chimique d'une subtilité remarquable. Le raisonnement est le suivant. Si les isotopes légers du potassium s'évaporent plus facilement sous des températures extrêmes, et si les roches de la face cachée montrent une concentration anormalement élevée d'isotopes lourds, cela signifie que ces roches ont été exposées à des températures extraordinaires, suffisamment hautes pour faire partir en vapeur les isotopes les plus légers. Un événement thermique majeur s'est produit sur la face cachée, et l'impact qui a créé le bassin pôle sud-Aitken est le candidat le plus sérieux. Le fait que le manteau de la face cachée ait été appauvri en potassium radioactif pourrait donc expliquer pourquoi ce côté de la Lune a ensuite présenté un volcanisme bien moins intense que la face visible. Pour les chercheurs auteurs de l'étude, ces résultats apportent des preuves solides qu'un impact majeur a pu entraîner des modifications chimiques au sein du manteau lunaire et démontrent que les très grands impacts auraient pu jouer un rôle clé dans la création de l'asymétrie lunaire. Voilà une connexion de premier ordre. Si l'impact a appauvri le manteau de la face cachée en éléments radioactifs producteurs de chaleur, alors la face cachée s'est refroidie plus vite et restée moins active thermiquement et n'a pas produit les immenses épanchements volcaniques qui ont créé les mers sombres de la face visible.
L'impact serait ainsi à l'origine non seulement du plus grand cratère du système solaire, mais également de toute la géologie distinctive de la face cachée. Sa croûte épaisse, son absence de mer, sa surface criblée de cratères non effacés par la lave. Nos résultats apportent la preuve solide d'une modification significative du manteau lunaire induite par les impacts et démontrent que les impacts à grande échelle ont pu jouer un rôle clé dans la création de l'asymétrie lunaire, peut-on lire dans l'étude. Mais, et c'est ici que la science honnête s'impose, il faut nuancer. Toutefois, ces résultats ne reposent que sur une toute petite poignée d'échantillons. Les chercheurs chinois ne sont pas encore entièrement certains de leurs conclusions. Selon eux, l'analyse d'autres échantillons est nécessaire pour confirmer leur théorie de manière définitive. La prudence est de mise. Ce que nous tenons dans nos mains, au sens littéral, ce sont environ 1935 grammes de roche, un peu moins de 2 kg. Pour caractériser définitivement la géologie et la géochimie d'un hémisphère entier, d'un monde de plusieurs millions de kilomètres carrés, 2 kg est un échantillon d'une modestie extrême. Tout comme on ne peut pas décrire la cuisine d'un continent entier après avoir goûté une seule cuillère d'un seul plat, on ne peut pas tirer de conclusion absolue sur la face cachée à partir d'un seul site d'atterrissage. Ce que ces 2 kg nous donnent, c'est une fenêtre, étroite mais précieuse, sur un monde qui reste en grande partie mystérieux. Il y a cependant un autre résultat de l'analyse des échantillons de Chang'e 6 qui mérite d'être souligné, car il touche à une question bien plus large que la seule géologie lunaire. Il touche à l'histoire de l'eau dans le système solaire. Des scientifiques analysant les échantillons ramenés par Chang'e 6 ont identifié des fragments de chondrites carbonées de type Ci. Cette découverte sur la face cachée de la Lune, dans le bassin pôle sud Aitken, suggère que ces astéroïdes riches en eau, extrêmement rares sur Terre, étaient plus courants qu'on ne le pensait dans le système solaire interne. Les chondrites carbonées de type Ci sont des météorites d'une importance scientifique extraordinaire. Elles sont parmi les matériaux les plus primitifs connus, des vestiges de la nébuleuse solaire originelle qui n'ont presque pas été modifiés depuis la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Elles contiennent de l'eau, des matières organiques, des acides aminés. Elles sont, en quelque sorte, les archives chimiques les plus anciennes que l'on connaisse. Une équipe de l'Institut de géochimie de Guangzhou, sous l'égide de l'Académie chinoise des sciences, a découvert 7 minuscules fragments de chondrites carbonées de type Ca dans seulement 2 grammes de sol lunaire. 7 fragments dans 2 grammes. Selon les chercheurs, ce type de matériau pourrait représenter une part non négligeable, potentiellement jusqu'à 30% des échantillons d'impact collectés par Chang'e 6. 30%. Si cette extrapolation se confirme, les implications sont considérables. Cela suggère que la face cachée de la Lune, notamment dans le bassin pôle sud Aitken, l'une des surfaces les plus anciennes et les moins remaniées du système solaire interne, a absorbé une quantité significative de matière provenant d'astéroïdes carbonés, riches en eau et en matière organique. Cela renforce considérablement l'hypothèse selon laquelle des astéroïdes carbonés ont ensemencé la Terre primitive, y apportant l'eau et les molécules organiques nécessaires à l'émergence de la vie. Voilà un lien inattendu mais profond entre la face cachée de la Lune et les origines de la vie sur Terre. Ces roches prélevées dans un cratère silencieux à 400 000 km d'ici contiennent peut-être des fragments des mêmes types d'objets qui ont apporté les matériaux constitutifs de la vie sur notre planète. La Lune, dans son silence et son immobilité géologique relative, a conservé des archives que la Terre, avec sa tectonique active, son érosion, son activité biologique permanente, a depuis longtemps détruites. Il y a encore une dimension des résultats de Chang'e 6 qui mérite une place particulière dans cette histoire, la question du volcanisme. Les scientifiques ont trouvé des preuves d'activité volcanique de la face cachée de la Lune il y a environ 4,2 milliards et 2,8 milliards d'années, indiquant qu'une telle activité a persisté pendant au moins 1,4 milliard d'années. Ce résultat a quelque chose de surprenant, parce qu'il confirme que la face cachée n'était pas totalement inerte. Elle a connu du volcanisme, mais ce volcanisme s'est produit sur une durée bien différente de celui de la face visible et à une intensité bien moindre. La mission principale de Chang'e 6 était de récolter pour la première fois des échantillons potentiellement issus du manteau de la face cachée de la Lune, mais aussi des éjectats, des plateaux lunaires et des basaltes issus du volcanisme qui a eu lieu sur cette face cachée il y a 2,4 à 3,4 milliards d'années. La face visible, elle, a connu une activité volcanique intense entre 3 et 4 milliards d'années liée à la chaleur produite par les éléments radioactifs CRIP concentrés dans le manteau sous la région PKT. Cette chaleur a fait fondre des roches, produit des magmas basaltiques qui ont remonté à la surface, rempli les grands bassins d'impact préexistants et créé les mers lunaires sombres que nous contemplons chaque nuit. La face cachée
elle, avait moins de chaleur interne disponible. Son manteau, appauvri en éléments radioactifs par les processus géologiques primitifs, s'est refroidi plus rapidement. Le volcanisme a eu lieu, mais il était moins abondant, moins soutenu. Et c'est pour cette raison que les cratères de la face cachée n'ont jamais été recouverts de lave comme ceux de la face visible. Ils sont restés tels quels, témoignages figés d'une époque de bombardement intense qui appartient aux premières heures du système solaire. Les cratères de la face cachée sont moins recouverts par d'anciennes coulées de lave que ceux de la face visible. C'est précisément pour cette raison que ces cratères sont si précieux scientifiquement. Ils ont préservé les traces d'impact très anciens sans que la lave les ait oblitérés. Chaque cratère de la face cachée est une page d'histoire que la lave n'a pas encore brûlée. Il y a enfin un résultat des analyses qui touche à quelque chose d'encore moins visible, d'encore plus profond, le champ magnétique de la Lune. Pour la première fois, des scientifiques ont obtenu des informations sur le champ magnétique ancien de l'autre côté de la Lune, révélant un éventuel rebond dans l'intensité du champ magnétique de la Lune il y a environ 2,8 milliards d'années. Cette découverte indique la présence de fluctuations dans la puissance entraînée de la dynamo lunaire. La Lune n'a plus de champ magnétique global significatif aujourd'hui. Son noyau s'est suffisamment refroidi pour que la dynamo, le mécanisme par lequel la circulation de métal liquide dans un noyau planétaire génère un champ magnétique, ne soit plus active. Mais elle en a eu un. Les roches lunaires, notamment celles ramenées par les missions Apollo, contiennent des minéraux magnétiques orientés selon l'intensité et la direction d'un champ magnétique ancien au moment de leur solidification. En analysant ces orientations, les scientifiques peuvent reconstruire l'histoire de ce champ. Et ce que l'on commence à voir avec les données de la face cachée, c'est que l'histoire du champ magnétique lunaire est plus complexe qu'on ne le pensait. Il y aurait eu un rebond, une période où l'intensité a augmenté de nouveau après une phase de déclin, comme si quelque chose avait temporairement réactivé ou renforcé la dynamo interne. Ce rebond à 2,8 milliards d'années reste à confirmer et à expliquer. Les hypothèses incluent des variations dans la convection du manteau, des impacts majeurs ou des phénomènes de précession. Mais sa détection, si elle se confirme, ouvre une fenêtre inattendue sur la dynamique interne d'un monde que l'on croyait essentiellement inerte. La face cachée révèle donc, même dans ses archives les plus subtiles, des informations que les roches de la face visible ne pouvaient pas donner parce que la face visible a été remaniée, recouverte, transformée par un volcanisme intense. La face cachée, dans sa relative immobilité géologique, a préservé des signaux que la face visible a perdus. Les scientifiques ont constaté que la teneur en eau du manteau de la face cachée lunaire est nettement inférieure à celle du côté visible, indiquant une différence significative dans la distribution de l'eau entre les deux hémisphères. Une différence dans la teneur en eau, encore une asymétrie profonde, cette fois-ci touchant aux volatiles les plus simples et les plus fondamentaux. L'eau dans le manteau d'une planète ou d'un satellite joue un rôle crucial dans sa rhéologie, sa capacité à se déformer, à produire du magma, à maintenir une activité géologique. Un manteau plus pauvre en eau est un manteau plus rigide, moins propice aux éruptions volcaniques. Ce résultat s'accorde donc parfaitement avec l'image émergente. La face cachée avait un manteau plus froid, plus rigide, plus pauvre en éléments mobiles et a connu en conséquence une histoire géologique bien plus austère que son jumeau visible. À ce stade, il convient de revenir un instant sur ce que tout cela signifie en termes de méthode scientifique et de ce que nous savons avec certitude versus ce qui reste une hypothèse. Ce que nous savons avec certitude, la face cachée de la Lune est géologiquement et géochimiquement distincte de la face visible. Sa croûte est significativement plus épaisse. Elle est presque dépourvue de mer basaltique. Son manteau est plus froid et plus pauvre en éléments radiogéniques. Elle héberge le plus grand bassin d'impact du système solaire. Elle contient des traces de chondrites carbonées primitives. Son volcanisme a été moins intense et moins prolongé que celui de la face visible. Ces faits sont établis par des mesures directes, des analyses de roches, des données de télédétection provenant de multiples missions. Luna, Apollo, Clémentine, Lunar Prospector, Selene, Grail, LRO, Chang'e 4 et Chang'e 6. Ce qui reste une hypothèse active, sérieusement soutenue par des données mais pas encore définitivement confirmée. L'idée que l'impact ayant créé le bassin pôle sud-Aitken est la cause principale, ou au moins une cause majeure, de l'asymétrie entre les deux faces. Les données isotopiques du potassium dans les échantillons de Chang'e 6 pointent dans cette direction, mais l'échantillonnage est encore limité. Aucune de ces hypothèses ne fait pour l'instant consensus, et il est probable que plusieurs causes se soient combinées. C'est probablement là la vérité la plus honnête que l'on puisse dire en ce moment. La face cachée est différente pour plusieurs raisons qui se sont combinées au cours des 4 milliards d'années d'histoire de la Lune. Identifier leurs poids respectifs est le travail qui attend les scientifiques des prochaines décennies. Il existe une question que les scientifiques se posent depuis 1959, une question que les premières images floues de Luna 3 ont rendue inévitable, et qui n'a toujours pas de réponse complète et définitive. Pourquoi les deux faces de la Lune sont-elles si différentes? Non pas légèrement différentes, radicalement,
fondamentalement différentes dans leur structure, leur composition, leur histoire. Nous avons vu dans la partie précédente que les données les plus récentes, celles tirées des échantillons de Chang'e-6, pointent vers l'impact géant du bassin pôle-sud-Aitken comme l'un des facteurs clés. Mais avant d'arriver à cette hypothèse, et pour comprendre pourquoi elle est si convaincante mais pas encore définitive, il faut traverser le paysage complet des théories que les scientifiques ont proposées au fil des décennies pour expliquer ce mystère. Car ce mystère a engendré des hypothèses remarquablement diverses, et certaines d'entre elles ont quelque chose de spectaculaire. Commençons par les fondations. La structure interne de la Lune est celle d'un corps différencié composé d'une croûte géochimique distincte, d'un manteau et d'un noyau liquide. Cette structure est le résultat supposé de la cristallisation fractionnée d'un océan lunaire de magma peu de temps après sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Voilà le point de départ de toute réflexion sur la Lune primitive. Quand elle s'est formée, selon l'hypothèse dominante, à partir des débris projetés dans l'espace par la collision de la Terre avec Theia, sa surface extérieure était entièrement fondue. Un océan global de magma, profond de plusieurs centaines de kilomètres, recouvert d'une mince peau de minéraux qui se solidifiait et replongeait dans la chaleur en permanence. La Lune était, à ses débuts, un monde entièrement liquide à sa surface. La cristallisation de cet océan de magma aurait donné naissance à un manteau mafique et à une croûte riche en plagioclase. La cartographie géochimique depuis l'espace laisse supposer que la croûte de la Lune est largement composée d'anorthosite, ce qui est cohérent vis-à-vis de l'hypothèse de l'océan de magma. L'anorthosite est une roche typique des zones où les minéraux moins denses remontent à la surface d'un magma en cours de refroidissement, exactement comme une écume se forme à la surface d'un bouillon. Ces minéraux, principalement des feldspathes plagioclases, ont flotté sur l'océan de magma lunaire et ont formé la croûte primitive. Mais voilà le problème. Si la Lune était initialement un corps homogène dont la croûte s'est formée par flottaison uniforme, pourquoi la croûte est-elle radicalement plus épaisse d'un côté que de l'autre? Les géophysiciens estiment aujourd'hui que l'épaisseur moyenne de la croûte serait autour de 35 à 45 km sur la face visible, alors que jusqu'aux années 2000, ils pensaient unanimement que celle-ci faisait 60 km d'épaisseur. La croûte de la face cachée atteint, elle, environ 100 km d'épaisseur maximum. 100 km contre 35 à 45. La différence dépasse un facteur 2. Si la croûte s'était formée uniformément par refroidissement d'un océan de magma homogène, on n'attendrait pas une telle asymétrie. Quelque chose a perturbé ce processus. La première famille d'hypothèses cherche l'explication dans la dynamique thermique de la formation lunaire elle-même. Pour deux chercheurs de l'université de Santa Cruz, Jan Garrigues-Bettel et Francis Nimmo, et leur collègue Mark Wieczorek de l'Institut de physique du globe à Paris, l'explication de l'asymétrie des phases de la Lune doit être cherchée au niveau de l'influence thermique passée des forces de marée sur la jeune croûte lunaire flottant sur cet océan de magma. C'est ce que suggèrent les mesures fournies par les sondes Kaguya et LRO, respectivement pour la gravimétrie et la topographie. L'idée est subtile et fascinante. Quand la Lune était encore jeune et que son océan de magma refroidissait progressivement, elle était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la Terre, avec sa gravité, exerçait des forces de marée sur cette Lune encore partiellement liquide. Ces forces créaient des déformations rythmiques dans la jeune Lune, des étirements et des compressions périodiques qui dégageaient de la chaleur par friction. Il devait en résulter que des mouvements de contraction et d'étirement générés par les forces de marée terrestre dans la croûte lunaire ont chauffé préférentiellement certaines zones de la croûte. Dans les régions polaires, où les flexions et le chauffage étaient les plus grands, la croûte devient plus mince, tandis que la croûte la plus épaisse se serait formée dans les régions alignées avec la Terre. Ce modèle prédit donc une croûte plus épaisse précisément à l'endroit où elle est observée, sur la face tournée vers la Terre et donc aussi sur la face opposée. La symétrie de l'effet de marée est telle qu'il produirait un bourrelet de croûte épaisse sur l'axe Terre-Lune, ce qui correspond grossièrement à la symétrie observée. Mais même si on comprend maintenant mieux la structure de la croûte sur la face cachée, on ne sait toujours pas pourquoi le même processus ne s'est pas logiquement produit sur la face visible. Si les forces de marée épaississaient la croûte sur l'axe Terre-Lune, la face visible devrait aussi avoir une croûte épaisse. Or, elle est beaucoup plus mince. Le modèle thermique de marée explique une partie de l'image, mais pas l'image entière. La deuxième famille d'hypothèses est plus récente, plus spectaculaire et a été publiée dans la revue Nature en 2011. Elle implique non pas une mais deux lunes. Dans une étude publiée par la revue Nature, deux astronomes de l'Université de Californie à Santa Cruz, Martin Jutzi et Eric Asfauge, remontent aux origines de la Lune, voici plus de 4 milliards d'années, pour comprendre sa double personnalité. Le scénario qu'ils proposent repart de la formation initiale du système Terre-Lune.
L'une des théories principales est que la Lune a été arrachée à la Terre seulement 42 millions d'années après la naissance du système solaire lors d'un gigantesque impact avec un corps céleste de la taille de la planète Mars, baptisé Theia. Cette collision aurait prélevé de la matière à la Terre qui se serait ensuite lentement agglomérée pour former la Lune. Cette théorie, baptisée hypothèse de l'impact géant, est la plus argumentée et la plus communément admise pour expliquer la formation du satellite de la Terre. Mais Jutsi et Asphog vont plus loin. Les débris arrachés à la Terre par Theia ont probablement créé d'autres amas que ceux ayant abouti à la Lune, vraisemblablement plus petits qu'elle. En d'autres termes, l'impact de Theia aurait pu produire non pas une seule lune, mais deux, une grande et une petite, toutes deux se formant à partir du disque de débris en orbite autour de la Terre. En 2011, les planétologues Eric Asphog et Martin Jutsi proposent un modèle dans lequel une seconde lune aurait existé il y a 4,5 milliards d'années. Possédant environ 3% de la masse de la Lune, ce corps céleste de 1270 km de diamètre constituant initialement un troyen du système Terre-Lune se serait formé à partir des matériaux communs à la Terre et à l'impacteur Theia à l'emplacement d'un point de Lagrange du système Terre-Lune. Un point de Lagrange est une position dans l'espace où les forces gravitationnelles de deux corps massifs se combinent pour créer une zone de stabilité relative. Les astéroïdes troyens de Jupiter, par exemple, s'accumulent au point de Lagrange de l'orbite de Jupiter autour du Soleil. La mini-lune proposée par Jutsi et Asphog se serait formée et stabilisée à l'un des points de Lagrange du système Terre-Lune. Puis, au fil du temps, des millions d'années, les perturbations gravitationnelles auraient déstabilisé cette petite compagne. Mais la course de cette lunette, ralentissant au fil du temps, elle aurait fini par succomber à l'attraction de la Lune avec laquelle elle serait entrée en collision. À grande vitesse, un tel choc produit des cratères gigantesques et des quantités astronomiques de débris en fusion. Mais comme cette mini-lune a lentement dérivé de son orbite pour cogner la Lune, sa vitesse restait des plus modestes, entre 2 et 3 km par seconde selon l'étude. Et son impact à la surface de la Lune, à l'époque un océan de magma recouvert d'une fine croûte de minéraux cristallisés, s'est contenté d'y s'imprimer des chaînes de montagnes. Voilà un scénario d'une élégance certaine. Une collision lente à l'échelle des impacts planétaires, entre deux corps dont l'un est beaucoup plus grand que l'autre. Pas une explosion, pas un cratère géant, mais un étalement progressif de la matière de la petite lune sur la surface de la grande. Comme de la pâte à pain écrasée contre un mur. La matière de la mini-lune se serait répandue sur une hémisphère entier, épaississant la croûte et altérant la composition géochimique d'un côté. Cette seconde lune aurait fait partie du processus de formation de l'actuelle lune en entrant en collision avec celle-ci et expliquerait l'aspect de la face cachée de la lune, quasi-absence de mer lunaire et relief plus accusé avec de vastes chaînes montagneuses culminant à plus de 3000 mètres. Ceci expliquerait le double visage de la Lune. Sa face cachée possède une croûte 2 fois plus épaisse que sa face visible. Elle correspondrait à la matière écrasée de la petite Lune sur la grande. C'est une hypothèse publiée dans Nature, soutenue par des simulations numériques sérieuses et qui reste active dans la communauté scientifique. Mais elle est loin de faire consensus. Elle soulève des questions difficiles. Comment une collision si lente peut-elle déposer de la matière uniformément sur un hémisphère entier sans créer une signature d'impact claire? Pourquoi les analyses chimiques des roches de la face cachée ne montrent-elles pas plus clairement la signature géochimique attendue d'un corps distinct venant s'y aplatir? La communauté reste divisée, l'hypothèse des deux lunes est sérieuse, mais elle n'est pas la seule candidate sérieuse. Une troisième ligne d'explication, plus récente et alimentée directement par les données de la mission Grail de la NASA, pointe vers l'asymétrie thermique du manteau lunaire. Une équipe de chercheurs a analysé le signal gravitationnel de la Lune enregistré par la mission Grail. Au cours de l'année 2012, 2 sondes spatiales, nommées Ebb et Flow, placées en orbite autour de la Lune, ont mesuré le champ de gravité lunaire. La mission Grail, acronyme de Gravity Recovery and Interior Laboratory, était une mission ingénieuse. 2 petites nantes-sondes identiques suivaient la même orbite autour de la Lune, l'une derrière l'autre, séparées d'une distance précisément connue. Au fur et à mesure qu'elles passaient au-dessus de structures de densité variable, des bassins d'impact denses, des cratères remplis de roches légères, des concentrations de masse particulières, la distance entre les 2 sondes variait légèrement. En mesurant ces variations avec une précision extraordinaire, les scientifiques pouvaient reconstruire une carte gravitationnelle de la Lune d'une précision jamais atteinte. Il faut rappeler que la Lune est soumise à d'importantes forces de marée périodiques en raison de son orbite oblique et excentrique autour de la Terre. Or, la réponse à ce forçage entraîne des changements du champ de gravité de la Lune, qui dépendent notamment de sa structure interne.
Ces données précieuses aident donc à construire des modèles de l'intérieur de la Lune et permettent d'estimer l'épaisseur, la composition et la forme des différentes enveloppes. Et voilà ce que Grail a révélé. Leur analyse a montré que le manteau de la Lune ne se déforme pas de la même manière entre les deux hémisphères. Il existerait visiblement une différence de 2 à 3% du module de cisaillement élastique. La variation de ce paramètre physique suggère l'existence d'hétérogénéité latérale au sein du manteau lunaire et notamment l'existence d'une anomalie thermique du côté de la face visible. Le module de cisaillement élastique est une mesure de la rigidité d'un matériau. Une différence de 2 à 3% entre les deux hémisphères sur l'ensemble du manteau est un signal significatif. Il indique que le manteau du côté visible est différent de celui du côté caché. Plus chaud, moins rigide ou de composition légèrement différente. Une hétérogénéité de la composition du manteau pourrait donc entraîner une hétérogénéité de température, pouvant expliquer l'asymétrie observée entre la face visible et la face cachée. Les mers lunaires seraient en effet liées à un intense volcanisme sur la face visible, survenu il y a 3 à 4 milliards d'années. L'idée centrale de cette hypothèse est donc la suivante. Le manteau sous la face visible était, et est peut-être encore légèrement, plus chaud que le manteau sous la face cachée. Cette différence de température, même modeste, peut avoir des effets dramatiques sur la géologie de surface sur des milliards d'années. Un manteau plus chaud produit plus facilement du magma. Ce magma remonte, crée du volcanisme, remplit les cratères d'impact en lave et crée les mers. Un manteau plus froid ne fait rien de tout cela. Il laisse simplement les cratères tels quels. L'explication la plus probable de cette différence est liée à la plus grande concentration d'éléments produisant de la chaleur sur la face visible, prouvée par les cartes géochimiques obtenues en rayons gamma, effectuées avec le spectromètre Lunar Prospector. Le spectromètre Lunar Prospector a cartographié la surface de la Lune en rayons gamma dans les années 1990, détectant la signature des éléments radioactifs comme le thorium et le potassium. Et la carte résultante est frappante. La concentration de ces éléments est massivement asymétrique, concentrée sur la face visible dans la région PKT dont nous avons parlé précédemment. Mais voilà la question circulaire que cette hypothèse soulève. La concentration d'éléments CRIP dans le manteau de la face visible explique sa chaleur et son volcanisme. Mais pourquoi les éléments K, R, EEP sont-ils concentrés sur la face visible en premier lieu? C'est ce que l'on cherche à expliquer. Si on répond que c'est à cause du volcanisme, on tourne en rond. Bien que d'autres facteurs tels que l'altitude ou l'épaisseur de la croûte puissent aussi influer sur le lieu des éruptions de basalte, ils n'expliquent pas pourquoi le bassin pôle sud Aitken, où l'on trouve les plus basses altitudes lunaires ainsi qu'une fine croûte, n'a pas été aussi volcanique que l'océan des tempêtes. Cette observation est particulièrement intéressante. Le bassin pôle sud Aitken est l'endroit où la croûte est la plus fine sur la face cachée, car l'impact qu'il a créé a excavé une grande partie de cette croûte. La logique voudrait que, là où la croûte est fine, le magma du manteau puisse percer plus facilement et créer du volcanisme. C'est précisément ce qui s'est passé sur la face visible où les grands bassins d'impact ont été remplis de lave. Mais le bassin pôle sud Aitken, malgré sa croûte amincie, n'a connu que très peu de volcanisme comparativement. Pourquoi? Parce que le manteau en dessous était plus froid et plus pauvre en éléments radiogéniques producteurs de chaleur. La minceur de la croûte seule ne suffit pas. Encore faut-il que le manteau en dessous soit suffisamment chaud et fertile pour produire du magma. Nous avons donc face à nous plusieurs hypothèses sérieuses et non mutuellement exclusives. L'hypothèse de l'impact géant du bassin pôle sud Aitken, qui aurait appauvri le manteau de la face cachée en éléments radioactifs et en eau. L'hypothèse des forces de marée, qui aurait épaissi préférentiellement la croûte sur certains axes pendant la solidification de l'océan de magma. L'hypothèse des deux lunes, selon laquelle une petite compagne de la Lune s'y serait écrasée lentement il y a 4 milliards d'années. L'hypothèse de l'asymétrie thermique primordiale du manteau, liée à une distribution inégale des éléments CRIP dès la cristallisation initiale de l'océan de magma. Si pour certains chercheurs, elle est liée à la formation initiale de la Lune. Pour d'autres, il faut l'associer à une collision géante, à l'effet de marée induit par la Terre ou encore à une asymétrie thermique du manteau lunaire. Aucune de ces hypothèses ne fait pour l'instant consensus et il est probable que plusieurs causes se soient combinées. La réponse honnête en 2026 est que nous ne savons pas encore laquelle de ces hypothèses est la bonne, ou dans quelle proportion elles se combinent. Ce que nous savons, c'est que les données récentes pointent vers l'impact du bassin pôle sud Aitken comme un facteur crucial, probablement combiné à une asymétrie thermique préexistante du manteau. En d'autres termes, le choc aurait fait fondre l'intérieur lunaire, renforçant l'hypothèse selon laquelle un impact serait à l'origine des différences structurelles observées aujourd'hui. Les scientifiques appellent tout de même à la prudence. Seule l'analyse d'autres échantillons de roches astrales permettra de confirmer définitivement leurs conclusions. Mais il y a quelque chose de remarquable dans cet état des choses.
Une question posée en 1959, quand Luna 3 a transmis ses premières images floues, est encore débattue en 2026. Non pas parce que nous n'avons pas progressé, nous avons progressé considérablement, mais parce que la réalité de la Lune s'avère plus riche, plus complexe, plus nuancée que ce que les premières hypothèses simples pouvaient prévoir. C'est la marque de la vraie science. Chaque réponse partielle révèle de nouvelles questions. Il faut aussi parler de ce que l'on a compris de la structure profonde de la Lune, parce que la face cachée est intimement liée à l'histoire du centre même de notre satellite. Selon les données disponibles à ce jour, le manteau est vraisemblablement homogène sur toute la Lune. Cependant, certaines hypothèses proposent que la face cachée comporterait un manteau légèrement différent de celui de la face visible, ce qui pourrait être à l'origine de la différence de croûte entre les deux hémisphères. Ce point est crucial. Si le manteau lui-même est légèrement différent entre les deux hémisphères, dans sa composition, sa température ou sa teneur en volatile, alors la dichotomie entre les deux faces ne serait pas seulement une caractéristique de surface, elle serait enracinée au cœur même du satellite. Les roches du manteau peuvent affleurer en surface à la faveur d'impacts violents, et notamment au fond du bassin pôle sud Aitken, la formation la plus grande et la plus ancienne de la Lune. Les analyses spectrales de la sonde chinoise Chang'e 4 y montrent effectivement la présence en abondance d'olivine et de pyroxène pauvres en calcium, des minéraux attendus pour le manteau et qu'on ne retrouve pas ailleurs sur la Lune. Chang'e 4, avec son rover Yutu-2, n'avait pas prélevé d'échantillons. Elle ne pouvait qu'analyser la surface à distance par spectroscopie. Mais les signatures spectrales qu'elle a détectées dans le cratère von Karman correspondent précisément aux minéraux que les géologues attendent de trouver dans le manteau lunaire, pas dans la croûte. Des minéraux qui n'ont été accessibles en surface que parce que l'impact gigantesque du bassin pôle sud Aitken les a excavés des profondeurs. Ce résultat de Chang'e 4 avait suscité beaucoup d'enthousiasme en 2019. Il suggérait que des matériaux du manteau lunaire se trouvaient à portée de prélèvement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Chang'e 6 avait été envoyé dans le même bassin, pour ramener physiquement ces matériaux et les analyser en laboratoire. Il y a un dernier aspect de la structure de la Lune que cette dichotomie éclaire d'une façon particulièrement significative, la question de son centre de masse. Les scientifiques pensent qu'une telle asymétrie de l'épaisseur de la croûte lunaire pourrait expliquer pourquoi le centre de masse de la Lune est excentré. De même, cela pourrait expliquer certaines hétérogénéités du terrain lunaire, comme la prédominance des surfaces volcaniques lisses sur la face visible. Le centre de masse de la Lune n'est pas au centre géométrique de la Lune. Il se trouve légèrement déplacé vers la face visible, vers la Terre. Ce décalage est une conséquence directe du fait que la face visible a une croûte plus mince et a été remplie de lave dense beaucoup plus abondamment que la face cachée. La répartition inégale des masses internes déplace le centre de gravité, et ce déplacement a lui-même des conséquences. Il contribue à maintenir le verrouillage orbital qui garde toujours la même face de la Lune tournée vers la Terre. La Terre attire préférentiellement le centre de masse de la Lune. Et comme ce centre est décalé vers la face visible, il y a une tendance naturelle pour que cette face reste orientée vers la Terre. Ainsi, l'asymétrie entre les deux faces de la Lune n'est pas seulement la cause de son verrouillage orbital. Elle en est aussi en partie la conséquence et le garant. Un cercle de causalité cosmique qui s'est auto-renforcé sur des milliards d'années. La face cachée nous est cachée parce qu'elle est différente. Et elle est différente en partie parce qu'elle nous est cachée, parce que le verrouillage orbital a exposé les deux faces à des conditions légèrement différentes tout au long de l'histoire de la Lune. Tout ce que nous venons d'explorer, les hypothèses, les données, les incertitudes, se concentrent dans une mission réelle achevée en 2024 qui représente l'un des exploits techniques les plus complexes jamais réalisés dans l'histoire de l'exploration spatiale. Une mission qui n'a pas seulement posé une machine sur un sol lointain, mais qui a réussi à la faire repartir, à collecter de la matière, à la transférer en orbite lunaire et à la ramener vivante jusqu'en Mongolie intérieure. Une cascade d'opérations dont chacune, individuellement, était un défi sans précédent. C'est l'histoire complète de Chang'e 6 et elle mérite d'être racontée avec toute sa précision technique. La mission a commencé le 3 mai 2024 quand le vaisseau a été lancé depuis le centre spatial de Wencheng sur l'île de Hainan. La fusée utilisée était une Longue March 5, le lanceur lourd chinois, l'un des plus puissants jamais construits en Chine, capable de lancer 25 tonnes en orbite terrestre basse. La date du lancement avait été soigneusement choisie pour s'aligner avec les conditions d'éclairage solaire nécessaires sur la face cachée au moment prévu de l'atterrissage. Le vaisseau Chang'e 6 était composé de 4 modules distincts. Un orbiteur, un atterrisseur, un module d'ascension et une capsule de retour. Ces 4 éléments ont voyagé ensemble jusqu'à la Lune, chacun avec un rôle précis dans la séquence d'opération. Après son lancement, Chang'e 6 est entré dans une orbite de 12 heures autour de la Lune le 8 mai 2024. Pendant les semaines suivantes, la mission a progressivement abaissé son orbite, se préparant pour la descente sur la face cachée. L'atterrisseur et le module d'ascension se sont séparés de l'orbiteur le 30 mai 2024 en préparation pour l'atterrissage.
Puis vint le moment crucial. Le 1er juin 2024, à 22h06 UTC, la sonde Chang'e 6, avec le soutien du satellite relais Kekiao 2, a entamé sa descente depuis son orbite à 200 km d'altitude. Elle a utilisé son système autonome d'évitement des obstacles, sa caméra à lumière visible et son scanner laser tridimensionnel pour détecter et éviter les obstacles lunaires et le terrain irrégulier. À 22h23 UTC, elle a atterri dans la zone présélectionnée du bassin pôle sud Aitken, sur la face cachée de la Lune. Notez l'expression « avec le soutien du satellite relais Kekiao 2 ». C'est là que réside une des prouesses les moins visibles mais les plus fondamentales de la mission. Kekiao 2, successeur du Kekiao original lancé pour Chang'e 4, était un satellite relais de nouvelle génération placé sur une orbite autour de la Lune dans une configuration qui lui permettait de voir simultanément la face cachée et la Terre. Sans lui, toute la mission était impossible. L'atterrissage autonome lui-même, guidé par des caméras et un scanner laser, devait être confirmé et suivi depuis Pékin à travers ce satellite intermédiaire. La descente a duré environ 17 minutes. 17 minutes pendant lesquelles l'atterrisseur devait ralentir depuis une vitesse orbitale d'environ 1500 mètres par seconde jusqu'à un atterrissage en douceur sur un sol que les cartographes n'avaient jamais observé en détail depuis la surface. Le terrain lunaire est parsemé de rochers, de pentes, de cratères de toute taille. Le système de navigation autonome devait, en temps réel, identifier une zone sûre et s'y poser. Le moteur a été coupé pour l'approche finale et un système d'amortissement a été utilisé pour l'atterrissage en chute libre. La sonde s'est posée avec succès dans la zone méridionale du cratère Apollo, lui-même niché à l'intérieur du bassin pôle sud Aitken. La zone d'atterrissage se trouvait dans une zone relativement plate dans la portion méridionale du cratère Apollo qui se situe lui-même à l'intérieur du plus grand bassin d'impact pôle sud Aitken sur la face cachée. La collecte d'échantillons a commencé immédiatement après l'atterrissage, car le temps était compté. La Lune tourne, même si sa rotation est lente et même si la face cachée ne se retrouve jamais tournée vers la Terre. La période d'éclairage solaire sur le site d'atterrissage était limitée. Chaque heure comptait. Les roches ont été soit collectées à la surface, soit prélevées après forage à quelques mètres de profondeur. Cette double méthode, pelle mécanique pour le matériel de surface, foreuse pour le matériel sous-surfacique, avait pour but de maximiser la diversité des échantillons. Le matériel de surface est exposé aux rayons cosmiques et aux impacts de micro-météorites depuis des millions d'années. Il porte la signature de cet environnement spatial. Le matériel sous-surfacique, lui, est plus protégé, potentiellement plus ancien dans sa composition chimique originelle. L'atterrisseur a prélevé des échantillons avec une masse totale de 1935,3 grammes depuis la surface lunaire. Le module d'ascension a ensuite emporté ces échantillons en orbite lunaire le 3 juin 2024. 1935,3 grammes, un peu moins de 2 kg, moins que le poids d'une bouteille d'eau. Et pourtant, ces 2 kg représentent les seuls matériaux jamais prélevés physiquement sur la face cachée de la Lune. Chaque gramme est unique, irremplaçable, porteur d'informations que 60 ans d'observation à distance n'ont pas pu livrer. Parallèlement à la collecte d'échantillons, des instruments scientifiques fonctionnaient en continu. Dorn avait pour objectif d'étudier l'origine et la dynamique de l'atmosphère de la Lune, ainsi que les propriétés thermiques et physiques de son sol. Pour cela, il a mesuré le radon et le polonium, deux traceurs radioactifs présents à la surface lunaire. Plus précisément, il devait étudier le dégazage lunaire et le transport des gaz depuis le régolithe jusque dans l'exosphère lunaire. Dorn est un instrument français développé par l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, le CNSA, ayant invité des partenaires étrangers à contribuer à cette mission historique. Sa présence illustre le caractère international de cette exploration, même si la mission était fondamentalement chinoise. Vint ensuite l'opération peut-être la plus complexe de toute la mission, le décollage depuis la face cachée. Pour la première fois, on a récolté des échantillons sur la face cachée de la Lune. De même, c'est la première fois qu'un véhicule parvient à décoller depuis cette face. Décoller de la Lune est déjà un exploit considérable. La Lune a moins de gravité que la Terre, environ 1/6, mais elle n'en a pas moins. Pour s'en échapper, un véhicule doit atteindre la vitesse de libération lunaire, soit environ 1,68 km par seconde. Sur la face visible, cela avait été accompli 6 fois par les missions Apollo et 2 fois par des sondes soviétiques et chinoises de retour d'échantillons. Mais ces décollages se faisaient avec une communication directe avec la Terre, permettant des ajustements en temps quasi réel. Sur la face cachée, tout devait fonctionner de façon autonome ou via le satellite relais. Le module d'ascension devait calculer sa trajectoire, s'orienter, allumer son moteur et atteindre une orbite précise autour de la Lune. Tout cela sans qu'aucun contrôleur humain ne puisse intervenir directement en temps réel. Le 3 juin 2024 à 23h38 UTC, le module d'ascension de Chang'e 6 a décollé de la face cachée de la Lune et est entré dans l'orbite circumlunaire prédéterminée. C'était le premier prélèvement d'échantillons et le premier décollage de la face cachée de la Lune dans l'histoire mondiale.
un instant d'histoire qui mérite qu'on s'y arrête. Le premier décollage depuis la face cachée de la Lune. Un endroit que les êtres humains ne peuvent pas voir directement depuis la Terre, où aucun radio ne peut communiquer sans intermédiaire, où aucun astronaute ne s'était jamais posé, et d'où un véhicule fabriqué sur Terre a décollé, s'est mis en orbite et a commencé son voyage de retour vers nous. Mais le travail n'était pas terminé, tout au contraire. Le 6 juin 2024 à 6h48 UTC, le module d'ascension a effectué le rendez-vous et l'arrimage avec l'orbiteur en orbite lunaire. À 7h24 UTC, le conteneur d'échantillons a été transféré en sécurité dans le module de retour. Un rendez-vous orbital, 2 véhicules se retrouvant dans l'espace à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde avec une précision de quelques centimètres est l'une des manœuvres les plus complexes de l'astronautique. Il a été accompli pour la première fois par les États-Unis et l'URSS dans les années 1960 et reste une opération délicate qui requiert des calculs extrêmement précis et des systèmes de navigation et de propulsion fiables. Ce rendez-vous s'est déroulé en orbite lunaire, donc à quelques 400 000 km de la Terre, avec un délai de communication de plus d'1 seconde dans chaque sens. Une fois les échantillons transférés dans le module de retour, l'orbiteur a commencé sa route vers la Terre. La mission a duré environ 53 jours au total, se terminant le 25 juin 2024 quand la capsule de retour est rentrée dans l'atmosphère avec les échantillons et a atterri en parachute en Mongolie intérieure. Un chiffre à retenir, 53 jours, du lancement au retour. Dans ce laps de temps, une mission avait voyagé jusqu'à la Lune, atterri sur sa face cachée, prélevé des roches, redécollé, effectué un rendez-vous orbital, transféré les échantillons et est revenu sur Terre. Une chorégraphie spatiale d'une précision et d'une fiabilité qui témoigne de la maturité atteinte par le programme spatial chinois. La mission chinoise Chang'e 6 a rapporté 2 kg de roches lunaires sur Terre le 25 juin 2024. La Chine devient ainsi la première nation à collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune. La première, pas un record parmi d'autres, pas une amélioration marginale sur quelque chose qui existait déjà. Une première absolue, quelque chose qui n'avait jamais été fait par personne. Jamais, depuis les origines de l'exploration spatiale. Mais comment ces échantillons sont-ils ensuite analysés? Cette question technique est fondamentale pour comprendre comment les résultats que nous avons décrits dans les parties précédentes ont été obtenus. Les roches lunaires ne sont pas simplement rangées sur une étagère de laboratoire et examinées à l'œil nu. Elles font l'objet d'une série d'analyses sophistiquées, souvent destructives. C'est-à-dire que pour extraire l'information chimique ou isotopique d'un échantillon, il faut parfois le dissoudre, le vaporiser ou le fragmenter. Chaque analyse consomme une fraction irremplaçable de matière. Les techniques utilisées incluent la spectrométrie de masse, qui permet de mesurer les rapports isotopiques avec une précision extraordinaire. C'est ainsi que les isotopes du potassium ont été mesurés dans les échantillons de Chang'e 6, révélant leur composition anormalement enrichie en isotopes lourds. La diffraction des rayons X permet d'identifier la structure cristalline des minéraux. La microscopie électronique à balayage permet de visualiser la texture des roches à l'échelle du micromètre. La datation est un autre domaine clé. Les roches lunaires contiennent des paires d'isotopes radioactifs et leurs produits de désintégration. Par exemple, l'uranium et le plomb ou le samarium et le néodyme. En mesurant les rapports de ces isotopes, les géochimistes peuvent calculer l'âge de la solidification de la roche avec une précision de quelques dizaines de millions d'années sur des roches vieilles de milliards d'années. Les retours d'échantillons d'Apollo et Luna ont permis les premières datations des roches lunaires. En comparant l'âge de ces roches à la densité des cratères associés, les scientifiques ont pu établir une correspondance entre la densité des cratères et l'âge absolu des surfaces. Cette correspondance est ce qu'on appelle la chronologie cratérique, un outil fondamental pour dater les surfaces planétaires. Plus une surface planétaire est ancienne, plus elle a été exposée aux impacts météoritiques et donc marquée par de nombreux cratères. Lorsqu'une éruption volcanique se produit, elle efface les cratères existants en recouvrant la surface de lave, remettant ainsi l'horloge à zéro. Cette échelle chronologique est désormais utilisée pour estimer l'âge des surfaces d'autres corps du système solaire pour lesquels nous ne disposons pas d'échantillons comme Mercure ou Vénus. Voilà quelque chose que peu de personnes réalisent. La Lune est le calibrateur de notre horloge pour l'ensemble du système solaire interne. Quand les planétologues veulent dater la surface de Mercure ou de Mars, ils comptent les cratères et comparent à la calibration établie grâce aux roches Apollo. Mais cette échelle repose entièrement sur les échantillons prélevés sur la face visible de la Lune, ce qui pourrait introduire un biais. En effet, il est possible que les flux météoritiques aient été différents entre face visible et cachée de la Lune, remettant en cause l'universalité de ce modèle. C'est une implication profonde et souvent négligée. Si les échantillons de la face cachée révèlent que les taux d'impact ou les types d'impacteurs étaient différents d'un côté à l'autre de la Lune, même légèrement, cela pourrait modifier notre calibration de l'horloge cratérique pour tout le système solaire interne.
Les âges que nous avons assignés aux surfaces de Mercure, de Vénus, de Mars pourraient devoir être révisés. Les échantillons de la face cachée devraient permettre de mieux connaître la composition globale de la Lune, de mieux comprendre la dichotomie entre sa face visible et sa face cachée et d'améliorer la méthode de datation des surfaces planétaires. Améliorer la méthode de datation des surfaces planétaires. En termes simples, mieux lire l'horloge du système solaire. Et pour lire cette horloge avec moins d'incertitude, les 2 kg de roches récoltées dans le cratère Apollo sur la face cachée de la Lune sont infiniment précieux. Une note sur les collaborations internationales de Chang'e 6 mérite d'être développée, car elle illustre quelque chose d'important sur la façon dont la science spatiale fonctionne aujourd'hui. Chang'e 6 n'était pas uniquement une mission chinoise au sens où tout le monde y participait, mais la Chine a invité plusieurs partenaires étrangers à embarquer des instruments scientifiques. Outre l'instrument français Dorn, développé par l'IRAP de Toulouse, la mission transportait également un petit rover de l'Agence spatiale européenne et des instruments d'autres nations. Les opérations, avec et parmi nos collègues chinois, se sont bien déroulées et Dorn a bien fonctionné. S'est réjoui Pierre-Yves Meslin, responsable scientifique de Dorn à l'IRAP. Cette collaboration internationale dans le contexte d'une mission fondamentalement menée par une puissance spatiale en pleine expansion est un signe des temps. Elle montre que la science lunaire transcende, au moins partiellement, les rivalités géopolitiques, que l'intérêt de comprendre la Lune est suffisamment universel pour que des équipes françaises travaillent avec des équipes chinoises sur une mission dont l'ambition est de répondre à des questions que toute l'humanité se pose depuis 1959. Mahesh Anand, professeur à l'Université ouverte au Royaume-Uni, a déclaré « Nous avons des échantillons de la Lune depuis plus de 50 ans, échantillons prélevés par les missions Apollo et Luna. Et nous avons de nombreuses météorites lunaires. Ces échantillons, tous prélevés sur la face visible, ont constitué pendant un demi-siècle l'intégralité de notre connaissance directe de la composition lunaire. Chang'e 6 a brisé ce monopole. Il y a un dernier élément de cette mission qu'il faut mentionner, car il a eu lieu très récemment et il relie directement l'histoire de la face cachée à l'actualité la plus immédiate. Les astronautes de la mission Artemis 2 de la NASA ont atteint les 2/3 de leur trajet jusqu'à la Lune, dont ils ont pu entrevoir des portions jamais observées directement par l'homme auparavant. Nous avons pu voir pour la première fois la face cachée de la Lune et c'était tout simplement spectaculaire, a rapporté l'américaine Christina Koch dans une interview télévisée depuis leur vaisseau Orion. Artemis 2, en avril 2026, a représenté le retour d'êtres humains dans l'environnement cislunaire pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972. Et parmi les expériences de cet équipage, il y avait celle que tout équipage lunaire vit de façon unique. Christina Koch s'est enthousiasmée d'avoir pu observer la formation géologique incroyable parfois surnommée le Grand Canyon de la Lune. Aucun œil humain n'avait vraiment vu ce cratère jusqu'à aujourd'hui quand nous avons eu le privilège de le voir, a-t-elle expliqué, elle qui devient la femme ayant voyagé le plus loin dans l'espace. Leur survol a été retransmis en direct à l'exception de 40 minutes au cours desquelles les communications ont été coupées car le vaisseau était derrière la Lune et ne pouvait plus communiquer avec la Terre. Ces 40 minutes, ce silence radio, qu'il soit vécu par Frank Borman en 1968, par les astronautes d'Apollo dans les années suivantes ou par Christina Koch et ses collègues en 2026, ce moment reste identique dans son essence. 4 êtres humains, seuls dans un vaisseau, séparés de toute l'humanité par un monde de roches silencieuses, le seul endroit dans l'univers où des humains ont jamais été aussi isolés. Les vols Apollo étaient passés à une altitude de 110 km au-dessus du sol lunaire, alors qu'Artemis 2 gardait une altitude d'environ 6400 km, permettant aux astronautes d'avoir plus de recul et une vue complète circulaire de la surface de la Lune, y compris la région des pôles. Plus haut, plus loin, une vue plus complète. La NASA ambitionne un alunissage en 2028. Et avec cet alunissage futur, s'il se déroule comme prévu, des humains fouleront à nouveau la poussière grise de la Lune pour la première fois depuis 56 ans. Nous approchons maintenant du terme de ce voyage. Non pas parce que nous avons tout dit, la face cachée de la Lune recèle encore assez de mystères pour occuper des générations de scientifiques. Mais parce qu'il est temps de lever les yeux de la surface poussiéreuse des cratères, de prendre du recul et de se demander qu'est-ce que tout cela signifie dans le grand tableau de ce que nous sommes et de ce que nous cherchons à comprendre. Cette dernière partie est consacrée aux implications scientifiques, technologiques et humaines de ce que nous avons appris et aux questions qui restent ouvertes, honnêtement, sans réponse. La face cachée de la Lune n'est pas seulement un objet d'étude en soi, elle est une fenêtre sur des questions fondamentales de la science planétaire et par extension sur des questions qui concernent la Terre elle-même.
Commençons par une connexion qui n'est pas immédiatement évidente, le lien entre la face cachée et notre compréhension de la façon dont les planètes habitables se forment et évoluent. Une théorie a émergé pour concilier à la fois les données issues des échantillons lunaires et la dynamique physique du système Terre-Lune. La Lune se serait formée lors d'un impact géant entre Theia, un corps de la taille de Mars avec la Terre, quelques dizaines de millions d'années après la formation de la Terre. Cet impact, s'il a bien eu lieu, a été un événement d'une violence à peine concevable. Une planète de la taille de Mars percutant la prototerre, une partie de la matière vaporisée, une partie propulsée en orbite. Un disque de débris qui progressivement s'est aggloméré pour former la Lune. Et peut-être, selon l'hypothèse de Yutzi et Asfog, non pas une, mais deux lunes. La face cachée, avec sa croûte épaisse, ses chaînes de montagnes atteignant plus de 3000 mètres, son manteau appauvri en éléments volatiles et radioactifs, porte peut-être les cicatrices de cet épisode formateur. En lisant ces cicatrices, nous apprenons non seulement l'histoire de la Lune, mais aussi l'histoire de la Terre elle-même dans ses premiers centaines de millions d'années. Une période dont nous n'avons pratiquement pas d'archives directes sur Terre, car la tectonique des plaques a depuis longtemps recyclé ces roches primitives. Il y a aussi la question de ce que la face cachée peut nous apprendre sur le bombardement du système solaire interne au cours de son histoire. En comparant l'âge des roches lunaires à la densité des cratères associés, les scientifiques ont pu établir une correspondance entre la densité des cratères et l'âge absolu des surfaces. Plus une surface planétaire est ancienne, plus elle a été exposée aux impacts météoritiques et donc marquée par de nombreux cratères. La face cachée est, dans ces régions les plus anciennes, l'une des surfaces les mieux préservées du système solaire interne. Elle n'a pas connu le nettoyage volcanique qui a recouvert et effacé une grande partie des cratères de la face visible. Ces cratères les plus anciens remontent probablement à l'ère du grand bombardement tardif, une période, il y a environ 4 milliards d'années, où les impacts de corps célestes sur les planètes intérieures ont été exceptionnellement intenses. Cette période a laissé des cicatrices sur toutes les planètes du système solaire interne, mais ce sont souvent des cicatrices difficiles à lire, partiellement effacées par des milliards d'années d'activité géologique. Sur la face cachée de la Lune, ces cicatrices sont intactes. Chaque cratère est un événement enregistré, daté approximativement, dont la taille reflète l'énergie de l'impact. En cartographiant et en datant ces cratères avec précision, ce que les missions spatiales du XXIe siècle permettent de faire avec une résolution sans précédent, les scientifiques construisent une archive du bombardement précoce du système solaire, et les chondrites carbonées trouvées dans les échantillons de Chang'e 6 renforcent considérablement l'hypothèse selon laquelle des astéroïdes carbonés ont ensemencé la Terre primitive, y apportant l'eau et les molécules organiques nécessaires à l'émergence de la vie. Ces minuscules fragments trouvés dans 2 grammes de sol lunaire, cette particule de chondrite carbonés CI sont peut-être les parents éloignés de l'eau qui coule dans nos rivières et des acides aminés qui composent de nos protéines. Il faut prendre un moment pour mesurer ce que cela signifie. Les roches que Chang'e 6 a rapportées de la face cachée de la Lune contiennent peut-être des restes du même type d'astéroïdes qui ont apporté les ingrédients de la vie sur Terre. La face cachée est non seulement une archive de l'histoire géologique lunaire, elle est potentiellement une archive des origines de la vie sur notre propre planète. Mais la face cachée de la Lune a aussi un avenir, pas seulement un passé. Et cet avenir est l'un des plus fascinants qu'on puisse envisager pour l'astronomie du XXIe siècle. La face cachée de la Lune est propice à la radioastronomie, l'observation de l'univers lointain dans le domaine des ondes radio, puisqu'elle est tout le temps à l'abri des signaux des émissions radio venues de la Terre. Voilà une propriété unique de la face cachée qui n'a rien à voir avec sa géologie et tout à voir avec sa géographie cosmique. La Terre est un monde extraordinairement bavard sur le spectre électromagnétique. Nos émetteurs radio, nos téléphones, nos satellites, nos radars, nos téléphones, nos réseaux Wi-Fi, tous émettent des ondes radio en permanence. Pour un radiotélescope terrestre, ce bruit de fond est une pollution omniprésente qui limite la sensibilité des observations. De plus, un radiotélescope sur la face cachée permet d'observer l'univers à des longueurs d'onde supérieures à 10 mètres, c'est-à-dire à des fréquences inférieures à 30 MHz qui sont jusqu'à présent complètement inexplorées, car elles sont réfléchies par l'ionosphère terrestre. L'ionosphère terrestre, la couche supérieure de notre atmosphère chargée en électrons libres par le rayonnement solaire, fonctionne comme un miroir pour certaines longueurs d'onde radio. Les ondes supérieures à une dizaine de mètres de longueur d'onde rebondissent dessus et ne parviennent jamais au sol. Conséquence, cette gamme de fréquences radio est totalement opaque pour tout télescope terrestre. Elle n'a jamais été explorée. Et c'est justement dans cette gamme que certains des signaux les plus intéressants pour la cosmologie primordiale pourraient se cacher. Pendant pas loin de 150 millions d'années après le Big Bang, aucune étoile n'illuminait le cosmos observable. C'était la période dite des âges sombres, qui a laissé progressivement la place à celle dite de la rayonisation. Durant les âges sombres, l'univers était rempli d'hydrogène neutre refroidi. Cet hydrogène a une émission radio caractéristique, la fameuse raie à 21 cm, mais en raison de l'expansion de l'univers, cette émission produite il y
y a des centaines de millions d'années par de l'hydrogène très lointain, a été étiré jusqu'à des longueurs d'onde de plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Précisément la gamme que l'ionosphère terrestre bloque, précisément la gamme qui serait accessible depuis la face cachée de la Lune. La NASA a dévoilé un plan pour construire un radiotélescope massif sur la Lune, appelé Lunar Crater Radiotélescope ou LCRT. Plus précisément, le télescope serait implanté sur la face cachée de la Lune et l'agence spatiale prévoit d'utiliser un grand cratère comme antenne radio naturelle pour amplifier le signal. Avec 1 kilomètre de diamètre, il serait le plus grand radiotélescope à ouverture pleine du système solaire. Le FAST chinois 500 Meter Aperture Spherical Telescope, le plus grand radiotélescope à parabole unique au monde, a de quoi impressionner avec ses 500 mètres de diamètre, mais le LCRT n'aurait rien à lui envier. Avec une antenne d'1 kilomètre de diamètre, ce dernier serait construit à l'intérieur d'un cratère de 3 à 5 km, capable par sa forme d'amplifier encore davantage le signal reçu. Un cratère lunaire utilisé comme antenne parabolique naturelle. La géologie de la face cachée, ces innombrables cratères d'impact, deviendrait ainsi une infrastructure astronomique. Les cicatrices du bombardement primordial se transformeraient en instruments d'observation de l'univers les plus sensibles jamais construits. Avec un radiotélescope suffisamment grand au-delà de la Terre, nous pourrions suivre les processus qui ont conduit à la formation des premières étoiles et peut-être même trouver des indices sur la nature de la matière noire, a déclaré Joseph Lazio, radioastronome de la NASA travaillant sur le projet LCRT, la matière noire, les premières étoiles, les âges sombres de l'univers, des questions qui définissent les frontières de notre compréhension cosmologique, accessible depuis un lieu que personne n'avait vu avant 1959 et où personne n'a encore marché la face cachée de la Lune. Le projet LCRT est encore au stade de la planification et de la phase de conception préliminaire. Ce n'est pas une mission dont la construction est imminente. Mais le fait que la NASA investisse dans son développement conceptuel témoigne de la sérieux de l'idée. La face cachée de la Lune serait, dans ce scénario, non pas seulement un objet d'étude, mais un observatoire. Le meilleur emplacement du système solaire interne pour écouter les fréquences les plus basses de l'univers. Il y a également la question des ressources. Le retour vers la Lune, motivé en grande partie par la perspective d'établir des bases permanentes, pose la question de ce que les deux faces offrent comme environnement pour une présence humaine durable. La face cachée présente des avantages et des défis très particuliers. Son isolation radio totale vis-à-vis de la Terre est un atout inestimable pour l'astronomie, mais représente un défi logistique pour toute mission habitée, qui nécessite une infrastructure de communication permanente. Exactement ce que Queqiao et Queqiao 2 ont commencé à construire. La suite du programme lunaire chinois se tiendra en 2026 avec Chang'e 7, au pôle sud. La Chine ambitionne d'y envoyer son premier astronaute avant la fin de la décennie. Lors du vol test d'Artemis 2, l'équipage avait pour mission de s'assurer que tout est en ordre pour permettre un retour des Américains sur le sol lunaire dans les années prochaines, afin d'y établir une base lunaire et de préparer de futures mission vers Mars. La NASA ambitionne un alunissage en 2028. Deux grandes puissances spatiales, deux programmes ambitieux, deux visions de l'avenir lunaire qui se développent en parallèle. Les pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, sont l'objectif prioritaire des deux programmes. Pour une raison très concrète, la présence confirmée de glace d'eau dans les cratères à ombre permanente. Les expéditions lunaires avaient cessé pendant un temps avec la fin de la guerre froide. Mais notre satellite connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Plusieurs projets d'expéditions lunaires sont en cours, motivés entre autres par la particularité de cette face cachée ou par la découverte de glace d'eau à ses pôles. La glace d'eau au pôle lunaire change fondamentalement le calcul économique d'une base lunaire. L'eau est une ressource impossible à apporter depuis la Terre en quantité suffisante, trop lourde, trop coûteuse à lancer. Mais si elle existe en quantité significative dans les cratères lunaires, elle peut être utilisée sur place, pour la consommation, pour produire de l'oxygène à respirer et pour produire de l'hydrogène comme carburant. Une base lunaire autonome en eau change de nature, de quelque chose de marginalement possible à quelque chose de réalistement envisageable. La face cachée n'est pas directement la cible des premières missions habitées prévues. Les pôles, situés à la jonction entre face visible et face cachée, sont la priorité immédiate. Mais à terme, une présence humaine sur la Lune implique presque inévitablement une exploration progressive, et la face cachée, avec ses ressources scientifiques extraordinaires, ne restera pas éternellement un territoire de sonde robotique. Avant de terminer, il faut poser honnêtement les questions qui restent ouvertes, celles auxquelles la science ne sait pas encore répondre. Premièrement, quelle est l'explication définitive de l'asymétrie entre les deux faces de la Lune? Nous avons plusieurs hypothèses sérieuses, des données qui pointent dans des directions souvent convergentes, mais pas encore de consensus scientifique établi. Aujourd'hui,
On ne comprend toujours pas cette asymétrie des croûtes entre les deux faces, mais on sait que ce ne sont pas deux hémisphères collés, qu'il y a une continuité dans le changement d'épaisseur. La réponse viendra de l'analyse de davantage d'échantillons, de la face cachée mais aussi de sites variés sur la face visible, permettant de comparer et de constraindre les modèles. Deuxièmement, qu'y a-t-il exactement dans le manteau lunaire sous le bassin pôle sud-Aitken? Les analyses spectrales de Chang'e 4 et les premiers résultats de Chang'e 6 suggèrent des minéraux mantéliques à la surface. Mais pour confirmer que l'impact a réellement excavé du manteau et pour caractériser complètement sa composition, il faudrait idéalement prélever des échantillons de plusieurs sites différents à l'intérieur du bassin. Troisièmement, le rebond du champ magnétique lunaire détecté à 2,8 milliards d'années dans les roches de la face cachée est-il réel? Et si oui, qu'est-ce qui l'a causé? Un événement thermique interne, un impact majeur supplémentaire, une modification de la convection dans le noyau, cette question reste entièrement ouverte. Quatrièmement, quelle est la distribution précise de la glace d'eau sur la face cachée, notamment dans les cratères à ombre permanente proches du pôle sud? Y en a-t-il suffisamment pour supporter une présence humaine durable? Ces questions ont des réponses en cours de construction. Plusieurs missions sont planifiées pour les prochaines années, mais elles ne sont pas encore résolues. Cinquièmement, et peut-être la question la plus profonde, est-ce que la face cachée de la Lune a conservé des matériaux plus primitifs, des vestiges de l'océan de magma originel moins remaniés par le volcanisme qui pourraient nous renseigner sur la composition initiale de la Lune et de la Terre à leur formation? Si oui, ces matériaux seraient des archives directes des premières minutes de l'histoire du système solaire interne. Nous avons parcouru un long chemin depuis les premières images floues de Luna 3. Ces taches de gris sur fond de blanc transmises depuis 80 000 km à l'automne 1959. Depuis les exclamations de Korolev regardant se dessiner pour la première fois la silhouette d'un monde inconnu jusqu'aux analyses isotopiques du potassium dans des laboratoires de Pékin et Shanghai en 2025. Depuis le survol ébahi de William Anders en 1968 comme un tas de sable avec lequel mes enfants ont joué jusqu'aux paroles de Christina Koch en 2026, c'était tout simplement spectaculaire. La face cachée de la Lune a été pendant des centaines de milliers d'années le symbole même de ce qui est inaccessible, de ce qui se soustrait au regard et à la connaissance. Et dans un sens très profond, elle continue de l'être. Elle nous a livré ses premières images en 1959. El Hiddaros a été survolée par des humains pour la première fois en 1968. Elle a accueilli son premier atterrissage robotique en 2019. Elle a livré ses premiers échantillons en 2024. Et elle reste, en 2026, un monde dont nous ne connaissons encore que la surface la plus superficielle au sens littéral du terme. Ce qui rend cette situation remarquable n'est pas l'étendue de notre ignorance. C'est la vitesse à laquelle elle se réduit et la qualité de ce que nous apprenons. Les 2 kg rapportés par Chang'e 6 ont déjà modifié notre compréhension de l'histoire volcanique de la face cachée, de son champ magnétique ancien, de la distribution de l'eau dans son manteau, de la composition isotopique du potassium et de la nature des astéroïdes qui l'ont bombardé il y a des milliards d'années. 2 kg. De roches grises poussiéreuses, prélevées dans un cratère silencieux sur un monde où aucun vent ne souffle, où aucune pluie n'est jamais tombée, où la dernière activité volcanique remonte à plusieurs milliards d'années. Et cette roche grise poussiéreuse nous parle de la formation de la Terre, des origines de l'eau dans le système solaire, des premiers impacts qui ont façonné les planètes, du champ magnétique d'un monde mort depuis des ères géologiques. La Lune est un peu la pierre de Rosette des géologues, permettant de comprendre comment se forment et évoluent les planètes. Elle a des points communs, mais aussi des différences avec toutes les planètes telluriques rocheuse, la pierre de Rosette. Cette comparaison est juste et belle. La pierre de Rosette était une dalle inscrite dans 3 langues différentes, permettant aux égyptologues du 19e siècle de déchiffrer les hiéroglyphes en utilisant ce qu'ils savaient déjà du grec pour comprendre ce qui leur était inconnu. La Lune joue ce rôle pour les planétologues. Elle est suffisamment semblable à la Terre et aux autres planètes telluriques pour que ce qu'on y apprend soit applicable ailleurs, mais suffisamment différente pour révéler des processus que la Terre elle-même a depuis longtemps effacés. La face cachée de la Lune est, dans ce contexte, le verso de la pierre de Rosette, la face qui était tournée contre le sol, difficile d'accès et qui s'avère peut-être porter les inscriptions les plus précieuses. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'histoire que nous avons racontée. Ici, l'humanité a regardé la Lune depuis la nuit des temps. Elle lui a attribué des noms dans chaque langue, lui a donné des rôles dans chaque mythologie, a réglé ses calendriers sur ses phases. Et pendant tout ce temps, toute cette longue histoire humaine, une moitié entière de ce monde familier, était invisible, inconnue, inaccessible. La révélation de cette face cachée n'a pris que quelques décennies, une fois que nous avons eu les moyens techniques de nous y rendre. Quelques décennies sur quelques centaines de millénaires d'histoire humaine, c'est vertigineux, et pourtant, même maintenant,
que nous l'avons vue, photographiée, survolée, atterri dessus, prélever des roches, elle reste partiellement mystérieuse. Non pas parce que nous sommes impuissants, mais parce qu'elle est réellement complexe, réellement riche, réellement différente de ce qu'on aurait pu imaginer. On n'a pas d'explication complète et totalement cohérente. Donc, on a certainement intérêt à étudier la face cachée, résumait un astronome. C'est une formulation d'une simplicité et d'une honnêteté remarquables pour décrire l'état de nos connaissances. On ne comprend pas encore tout. Donc, on continue. C'est peut-être là la leçon la plus profonde que la face cachée de la Lune nous offre. Pas une révélation spectaculaire en un seul instant. Pas une réponse définitive. Mais la confirmation que l'univers, même dans ses recoins les plus proches, ceux que l'on pensait connaître depuis toujours, réserve des surprises, des asymétries inexpliquées, des histoires compliquées, des archives de milliards d'années écrites dans la roche, et que ces archives méritent d'être lues patiemment, rigoureusement, honnêtement, parce que ce qu'elles racontent, c'est aussi notre propre histoire. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici. La face cachée de la Lune vous attend encore. Elle sera là cette nuit, comme toujours, silencieuse, invisible, tournée vers l'espace infini, gardant ses secrets avec la patience propre au monde de pierre.